Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Et il y a des personnes qui se sentent, c'est-à-dire quand on fait le bilan, elles me disent « je me sens mieux, je suis moins fatiguée, j'ai une meilleure digestion, j'ai moins d'envie de sucre, je nage dans mon pantalon, mais j'ai pris 1 kilo, je suis pas bien. » Je dis « mais pourquoi ? Tout va bien autour. » Mais il y a cette obsession du chiffre qui est vraiment à déconstruire. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec un sujet qui va parler à beaucoup de gens. Je pense que c'est sans aucun doute le fléau de notre humanité. Depuis les 30 ou 40 ans, peut-être que mon invité me contredira, mais j'ai le sentiment quand même que tout ce qui concerne les thématiques autour du poids n'ont pas été nécessairement bien prises en considération, ces thématiques-là et ces problématiques. La résistance à la perte de poids. Alors, si vous connaissez les mots restriction, privation, régime restrictif, calories basses, sensation de faim exacerbée, l'impression de lutter pour tenir un rééquilibrage alimentaire, alors ça aussi on l'a entendu, mettre les pulsions alimentaires sous le tapis, n'en jetez plus. Si vous avez entendu cela, eh bien, vous pouvez être sûr que vous ne les entendrez plus dans la bouche de mon invité qui est installé sur les canapés. Juliette Massu est là. Bonjour Juliette. Bonjour Marc. Ça va ? Ça va très bien, merci. Merci, on est d'accord. Tout ça, vous l'avez banni de votre vocabulaire ? Je l'ai banni. Je l'utilise que pour mes consultants. Que pour les consultants, ouais, c'est mais clair. De mon côté, oui, je l'ai banni. Bon, merci d'être là. Je suis très content de vous accueillir. Et je disais, on en parlait un peu hors antenne, je disais, ça c'est vraiment un sujet. Ouais. Le poids, le surpoids, l'obésité morbide sont j'ai dit sans doute le fléau du siècle. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Ouais. C'est la maladie du 21e siècle, ouais, je crois. L'obésité, le surpoids. Et paradoxalement, il y a de plus en plus de problèmes pour perdre du poids aussi. Avant, c'était peut-être plus simple de perdre du poids. Et de nos jours, on rencontre beaucoup de difficultés à la perte de poids. Après beaucoup de régimes, il y a beaucoup de difficultés. Et puis de méthodes miracles aussi. Méthodes miracles, et non seulement ça, et je suis très content d'écouter votre expertise parce qu'on entend tout. C'est ça. Et son contraire. Et c'est insupportable. Ouais, c'est dur de s'y retrouver. On commence tous avec le régime, on commence à manger moins, on regarde les trucs des magazines, surtout quand on est plus jeune. Mais très vite, ça nous rattrape parce qu'au bout du 3e régime, on voit que ça marche plus. Exactement. Et voilà, moi je suis là pour ça. Là-dessus, on rajoute un petit effet yo-yo. Exactement, on reprend plus que ce qu'on avait perdu. Au secours. C'est ça, plus les dérèglements hormonaux que ça occure. Absolument. Et puis évidemment, il y a ce cercle vicieux qui fait que plus on a le sentiment de faire des efforts et plus évidemment c'est psychologiquement dur. Et plus c'est psychologiquement dur, plus on craque. C'est ça, exactement. Et on recommence. C'est un cercle vicieux. Et c'est la boucle et sans fin. Et après, ça nous épuise. Donc, moralement, c'est difficile. Nerveusement, c'est difficile. Ouais. Et plus on est épuisé, moins on a envie de faire du sport, moins on a envie de s'appliquer à bien manger. Et quand on va voir le médecin, il nous dit bougez plus, mangez moins. Enfin, je généralise. Hein. Ouais, et 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Allons-y. Évidemment, sur cette chaîne, sur ABC, on parle beaucoup de jeûne aussi. Jeûne intermittent, alternatif, les pour, les contre. C'est vraiment une jungle. Êtes-vous prêt à transformer votre vie en quelques heures? Avec mon équipe, nous allons créer un espace haute fréquence à l'intérieur duquel vous allez pouvoir déposer tout ce qui ne sert plus votre chemin d'âme. Venez comme vous êtes, avec vos challenges de vie, que ça soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Chaque âme recevra des upgrades cellulaires, biologiques et multidimensionnels. Nous allons travailler sur les traumas ancestraux, vie passée, contrats d'âme en tout genre. Nous allons faire des activations. Activation 3e œil, glande pinéale, kundalini et corps de lumière. Venez expérimenter la fréquence de l'amour inconditionnel. Fréquence à laquelle tout devient possible pour activer votre auto-guérison. Début mars 2025, nous serons sur Toulouse et Montpellier en partenariat avec ABC Talk et mes équipes américaines et françaises. Les places vont partir vite, alors si vous êtes prêts à évoluer, à changer, à vous transformer, rejoignez un de nos événements de groupe Self Healing. C'est ça, c'est vraiment une jungle. Bon, on va essayer de voir de quelle manière vous appréhendez les choses et j'allais dire, vous êtes sans doute la mieux placée pour en parler
Parce que vous avez subi tout ça. Oui, voilà, je l'ai vécu. C'est pour ça que ça m'a permis d'avoir une certaine expertise. Et comme je suis passée par les mêmes choses que les personnes que j'accompagne, je les comprends très, très bien. Et donc, j'arrive à me mettre à leur place et pas juste donner un plan alimentaire comme ça qu'on suit et un peu bêtement. Et dès qu'on finit le plan alimentaire, on est perdu. C'est assez commun, ça. Est-ce qu'il y a des méthodes miracles? Non. Enfin, il y a des méthodes miracles. Hein. Si on mange que des pommes pendant une semaine, qu'on boit que de l'eau, on va perdre du poids, c'est miraculeux. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que ça va nous apporter un vrai bonheur, un vrai bien-être? Je suis pas sûre. Vous avez fait ça? Je l'ai fait, ouais. J'ai connu des périodes d'anorexie, donc où je mangeais une soupe par jour de poireaux. Waouh! Et j'ai perdu 20 kilos en 6 mois. Pour tout reprendre dans la foulée? Plus même. Ouais, plus. Je suis arrivée à 58 kilos, donc pour 1m80, en 6 mois. Et en peut-être 4 mois, j'ai repris, je suis remontée à 93 kilos. Parce que j'ai remangé, car un médecin m'a menacé d'aller à l'hôpital si je prenais pas 1 kilo. Et du coup, il y a eu l'effet inverse. J'ai recommencé à manger. Et ouais, quand ça nous a manqué, alors moi, je parle de l'anorexie qui est une maladie mentale, mais ça va aussi avec les régimes, les grosses périodes de restriction. Dès qu'on recommence à manger normalement, il y a des choses qui se passent où on perd les sensations de satiété. On a l'impression d'être un vide sans fond. Et tout ce dont on s'est privé pendant des mois, voire des années, on a envie de se remplir avec. Et là, la prise de poids, elle est fatale. On va voir également au travers de votre parcours de vie ce qui a ponctué aussi votre existence. Parce que je lis, quand on prépare l'émission, où il y a eu une séparation de vos parents. Et vous dites ceci, vous aviez une mère qui cherchait à combler le manque paternel et la tristesse par la nourriture. Exactement. C'est la base? C'est ce qui a déclenché sans doute les choses? Oui, je pense que oui. Parce que avant cette séparation-là, tout allait bien. Enfin, j'ai jamais eu le souvenir d'avoir de troubles. Parce que là, vous êtes petite, hein? Je suis très petite, j'ai 6 ans. Et à partir de cette séparation, je revois ma mère être très présente en me faisant, par exemple, en entrée, les pizzas Sodebo, vous savez. En plat, un magret de canard entier avec un plat de pâtes que même aujourd'hui, je ne mangerai pas. Et en dessert, une mousse au chocolat. Et sauf que quand on a 6 ans, les notions de faim, surtout quand on aime bien la nourriture de base, on ne peut pas dire stop. Enfin, on n'a pas cette conscience-là, forcément. On mange ce qu'on nous donne, en fait. Et voyant que ça me faisait plaisir, ma mère, elle a voulu combler ça. Je ne peux pas lui en vouloir quelque part. Hein. C'est l'amour d'une mère qui a énormément culpabilisé de cette séparation. Et du coup, j'ai pris énormément de poids. Et elle a voulu se rattraper. Donc, je suis directement allée voir des nutritionnistes. Et j'ai fait mes premiers régimes à 7-8 ans. Ah ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les mamans qui nous regardent, qui ont peut-être des situations similaires et des enfants en bas âge qui ont des problèmes de poids, est-ce que c'est intelligent d'aller voir tout de suite un nutritionniste ou éventuellement, quand on est aussi petit que ça, 7, 8, 10, 12 ans? Très bonne question. Je pense que ça peut être très utile à condition que le nutritionniste soit compétent. Voilà, c'est ça. Parce que mettre un enfant au régime, moi je me souviens que le matin j'avais le droit à du thé et 2 biscottes, au point où le matin je vomissais mon thé. Ma mère, elle me forçait à rester assise devant mon thé tant que je l'avais pas bu, jusqu'au jour où je l'ai vomi, que des légumes, et ça m'a... Ouais, c'était difficile, à 8 ans surtout. Donc, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut que le parent aussi se rééduque, parce que si l'enfant il prend du poids, c'est pas tout seul. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que la prise de poids, c'est toujours une problématique d'abord émotionnelle, éducative, ou est-ce que c'est génétique, ou est-ce que... C'est multifactoriel. Il y a du génétique, transgénérationnel. Par exemple, s'il y a eu des grands-parents qui ont fait la guerre, il peut y avoir des mémoires de guerre qui amènent un stockage plus facilement. Des périodes de famine qui ont été connues, donc les petits-enfants qui récoltent, ils ont tendance à stocker plus vite. Ça peut être hormonal, donc des déséquilibres hormonaux, ça peut être le stress, l'éducation, parce que du coup, on va manger plus gras, très transformé, donc... C'est un ensemble de choses. Le mode de vie, l'hygiène de vie. Bon, en tout cas, votre maman a essayé de bien faire. Elle a essayé de bien faire. Mais les résultats, les conséquences ont été quand même assez ravageuses. Ouais, ça a été... Pour le coup. Et vous parlez effectivement de la situation de jeunes femmes, d'adolescentes, de jeunes femmes où effectivement vous êtes dans ces moqueries à l'école, où c'est c'est dur. On sait combien les enfants entre eux sont cruels. Sont très cruels. Et donc vous avez souffert de ça, évidemment. J'ai souffert de ça, d'humiliation, rejet. J'étais vraiment, je pense, la plus grosse de mes copines. Et donc, il y a beaucoup de rejet, d'incompréhension face à ça. Et en grandissant, ça s'est accentué. Voilà. Vous allez faire un BTS qui ne va pas toujours bien se passer. Burn-out, en plus, en pleine période de BTS, c'est ça?
Burn-out, en pleine période de BTS. Donc, je suis rentrée en BTS à Marseille. Et au bout de 3 mois, ça a été l'effondrement. Toujours à cause des troubles alimentaires. C'est ça, des problèmes alimentaires. C'est ça. Parce que l'année passée, avant de rentrer en BTS, j'ai fait 1 an donc, à Bayonne en école d'art. École d'art très très bien, ça a été thérapeutique. Mais l'anorexie a commencé à ce moment-là. Ouais. Et quand je suis arrivée à Marseille, tous mes repères que j'avais construits à l'océan en plus, un endroit qui guérit énormément. Bon, à Marseille, il y a l'eau aussi, mais c'était pas pareil. Et là, ça s'est effondré. Donc, je me suis retrouvée à vomir 6 fois par jour, 7 fois par jour. Wow. Je dormais plus. Je prenais de la drogue. Je buvais du vin, une bouteille le soir, toute seule. Jusqu'au jour Vous parlez même de limite d'alcoolisme. Ouais, limite d'alcoolisme. Je pense que c'était une forme d'alcoolisme. J'ai jamais trop parlé de ça, donc je sais pas, mais... Alors, d'abord, je vous remercie effectivement d'en parler comme ça, avec sincérité et aussi ouvertement. Mais la raison pour laquelle, évidemment, c'est important d'en parler, c'est que je trouve que la femme et l'experte que vous êtes aujourd'hui sait de quoi elle parle. Parce que vous êtes passé par là. Ouais. Et pas nécessairement parce que vous aviez 4 ou 5 kilos de plus à l'époque et qu'aujourd'hui vous dites « Oh, mais moi j'ai connu un petit peu... » Non, c'est vraiment parce que vous avez touché le fond, quoi, comme on dit. Je pense que j'ai failli en tout cas. Ouais. J'étais pas loin. Ça aurait pu mal tourner. Ça aurait pu très mal tourner si j'avais pas été bien entourée. Ouais. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre le contre-pied de ça? Mes parents qui m'ont... j'ai sonné l'alarme. Ouais. Et du coup, je suis rentrée en urgence chez eux. Et du coup, ils m'ont un peu forcé à reprendre le travail directement, à remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Ouais. Et ça m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Mes amis aussi qui ont été là, j'en ai parlé très vite du coup. Parce que le burn-out, ça a été vraiment de se voir comme ça, éclater en sanglots, faire une crise, à crier en pleine classe. C'est choquant, quoi. On est hors de nous-mêmes, en fait. Du coup, voilà, petit à petit, j'ai remonté la pente. Les troubles alimentaires sont un peu restés en fond, comme un peu un voile qui reste là. On n'est pas vraiment guéri. On met les choses sous le tapis parce qu'il faut aller mieux, parce que c'est insupportable d'être aussi mal, de voir les parents souffrir, les autres souffrir à cause de soi. Il y a des dommages collatéraux avec l'environnement, l'entourage qui en souffrent aussi. Exactement. Donc, c'est petit à petit que j'ai remonté la pente. Le sport, du coup, qui est rentré dans ma vie à ce moment-là aussi. Ouais. L'haltérophilie. L'haltérophilie. Incroyable. Vous faites de l'haltérophilie. De l'haltérophilie. Et 4 à 5 fois par semaine, j'ai cru comprendre, c'est ça, hein? Ouais. Wow. J'adore ça. Vous soulevez combien? Sur quel mouvement? Le truc le plus spectaculaire, là, le truc où c'est comme ça, quoi. Il y a l'arraché, du coup, on part du sol, on amène directement au-dessus de la tête, et l'épaulé jeté, on passe d'abord en squat avant de l'amener. Alors ça, par exemple? L'épaulé, je fais 100 kilos. Le jeté, 83, je suis un peu moins forte. Et l'arraché, je suis à 73 kilos. C'est bien. Hein? Oui, presque niveau France. Qu'est-ce que ça vous procure de ce sport-là, cette activité-là? Un bien-être incommensurable, c'est génial. Ouais. Il y a vraiment, je trouve, une métaphore avec le fait de porter du poids et de l'enlever de ses épaules. Donc, je pense que c'est comme ça que... Et puis le fait de performer par le corps qui nous serve à autre chose que juste être belle. Parce qu'il y a beaucoup cette pression-là et ça m'a sorti un peu du poids, du physique juste. Et d'un coup, j'ai eu envie de prendre soin de moi pour être forte. Ouais. Et ça forge le mental aussi. Et peut-être aider les autres? Aider les autres aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, vous vous présentez comme coach sportive et comme conseillère en naturopathie. Parce que la naturopathie rentre dans votre vie à quel moment? Elle rentre dans ma vie au moment où je me forme en tant que coach, du coup à Lyon, en 2021, parce que j'ai connu du coup des dérèglements hormonaux et c'est à ce moment-là, alors que je pensais maîtriser mon poids, quand je suis montée à 93 kilos, j'arrivais plus à perdre du poids. Alors que j'avais les notions de base d'une coach sportive, hein. Donc je faisais du sport 5 fois par semaine, je mangeais bien, donc des légumes à tous les repas, des protéines le matin, etc. Et je prenais du poids en permanence. Et là, ça a été problématique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Donc c'est assez terrible comme sentiment parce qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour perdre du poids et rien ne fonctionne. Et là, j'ai découvert que je souffrais donc d'hypothyroïdie, troubles digestifs, troubles hormonaux, troubles de la glycémie. Bref, divers troubles qui ont amené du coup à comprendre, à expliquer cette résistance à la perte de poids. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est faire du sport avec les autres, c'est sympa. Dire à quelqu'un, fais 10 squats, c'est sympa. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'aider une personne qui souffre de cette résistance à y arriver et à expliquer rationnellement pourquoi et que c'est pas sa faute. C'est pas juste un manque de volonté. Et ça se fait avec un bilan? Sanguin? Ouais. Ça se fait avec un bilan sanguin, en partie, ouais. Ok. Donc ça veut dire que, est-ce que, pour ceux qui nous regardent, on peut préconiser ça
tout de suite, c'est la première chose à faire, à demander à son médecin? Ouais, je dirais que oui, c'est la première chose à faire. Si le médecin accepte, il faut savoir que les médecins, malheureusement, ils connaissent beaucoup de restrictions par la sécurité sociale. Tout doit être justifié de nos jours. C'est assez problématique. On n'a pas accès à sa santé aussi facilement qu'on pourrait, donc on aimerait. Mais dans l'idée, oui, c'est sur les bilans sanguins qu'on peut voir, en fonction des normes labo, où on se situe. Et s'il y a un dérèglement hormonal, bien sûr, il faut corréler avec beaucoup de choses, beaucoup de symptômes. Mais c'est comme ça qu'on peut le voir. Bon. On va parler évidemment de votre méthode. Je le disais, vous dites... Je pars du postulat que les choses qui nous gênent au quotidien, c'est-à-dire la prise de poids, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, le manque de motivation à aller faire du sport, ça aussi, il va falloir expliquer comment on fait, et de s'y tenir, aussi c'est important, les pulsions de sucre, les fameuses, Bibi, la fatigue chronique, l'irritabilité, la dépression, l'acné, les déséquilibres hormonaux, etc., etc. Tout ça vient évidemment d'un ensemble de causes, et qu'il faut déjà connaître la problématique, la cause. Oui, la cause. Et vous dites que la plupart des médecins, c'est souvent l'inverse. Oui, ils s'intéressent surtout à la symptomatologie. De plus en plus, en tout cas. À l'Antiquité, c'était pas du tout comme ça. Hein. On s'intéressait beaucoup avec Hippocrate, en Grèce, même en Inde, dans d'autres civilisations. C'était beaucoup pris en charge de façon holistique. Donc soigner l'ensemble de l'être humain pour limiter les symptômes. Et petit à petit, avec la biologie, la chimie, s'est installée donc la médecine plus occidentale, les traitements. Et c'est très bien, parce que ça sauve des vies et c'est génial. Mais du coup, tout le côté naturopathie, il a été un peu balayé. Ça revient un peu en force ces derniers temps, mais pas assez selon moi. Je pense vraiment que la médecine et la naturopathie doivent s'allier pour prendre en charge les personnes et trouver les causes profondes, pas seulement s'intéresser aux symptômes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui souffrent d'endométriose, SOPK, même l'hypothyroïdie. Les médecins, ils donnent certains médecins donnent des médicaments comme ça, une pilule. Des antidépresseurs. Même certaines personnes qui n'arrivaient pas à perdre du poids, elles m'ont dit que j'ai eu en consultation et en coaching, que leur endocrinologue leur avait donné des antidiabétiques, alors qu'elles n'étaient pas diabétiques. Donc c'est problématique. Quand même. Un petit peu, quoi. C'est trop rapide. Trop rapide de donner un médicament comme ça pour soigner quelque chose, alors que ça peut venir de beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous a appris la naturopathie? Est-ce qu'elle vous a fait prendre conscience de certaines choses? Elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, de l'impact du stress, évidemment, sur tout ce qui... C'est un peu bateau comme phrase. Mais c'est réel, le système nerveux, à quel point ça impacte notre système digestif qui impacte notre thyroïde qui impacte notre poids. Mais la chose qui m'a le plus marqué vraiment, c'est la thyroïde. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert que j'avais du mal à perdre du poids à cause de ça. Donc la thyroïde, qui est ici, la glande de la communication aussi, poser ses limites, s'affirmer. Quand on a du mal à digérer les choses, qu'on mange ses émotions, en général, elle prend un petit peu cher. Et du coup, c'est la chef du métabolisme. Donc, elle dit quand on doit perdre du poids, si on est frileux ou pas, si on perd nos cheveux ou pas. Et ça a été vraiment... Mon monde s'est révolutionné quand j'ai compris l'importance de cette glande-là. Et le système digestif aussi, qui est très important. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez compris ça, vous avez donc réadapté votre manière de vivre, votre manière de vous alimenter et votre manière de faire vos activités quotidiennes, quoi. Oui, exactement. Ça a révolutionné votre... Ça a révolutionné. Et quand j'ai vu que ça marchait, parce qu'à partir du moment où je l'ai prise en charge, du coup, ma thyroïde, que j'ai mangée différemment, etc., j'ai perdu, je suis passée de 93 à 76 kilos en un an, mais ça s'est vraiment fait naturellement, quoi. Et puis surtout, plus de troubles alimentaires, plus aucune pulsion. J'étais plus attirée par le sucre, par exemple. Je pouvais passer une soirée ou aller à un buffet sans me dire, punaise... J'ai envie de tout défoncer, quoi. C'est ça, il y a des desserts partout. On voit les gens qui font leur vie, ils parlent, alors que nous, notre obsession, c'est sur ce gâteau. C'est fou, quoi. On est attirés par ça, ou l'envie de rien faire, la fatigue au réveil, la frilosité, mais que des choses que je pensais normales. Et en fait, non, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de personnes qui banalisent ça, qui disent c'est comme ça. Je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai pas de motivation, j'ai pas de libido, j'ai pas de projet. Je perds mes cheveux, j'ai mal au ventre, j'ai des gaz, j'ai des diarrhées, et qui disent c'est normal. Alors que tout ça, c'est des symptômes qui veulent dire qu'on est en mauvaise santé. Homme ou femme? Homme ou femme, ou enfant. Ou enfant, ouais, exactement.
Donc, alors, juste pour revenir sur la thyroïde, par exemple. Oui. D'abord, comment est-ce que vous apprenez que vous avez ce dérèglement ? Je vais voir une micronutritionniste parce que bon, les médecins que j'avais vus me disaient bon, c'est dans votre tête, allez voir un psy parce que vous avez des troubles alimentaires, donc voilà. C'est une micronutritionniste que j'ai vue à Toulouse qui a vu mon bilan sanguin et qui m'a dit ah mais là il y a un problème au niveau de votre thyroïde, quoi. C'est à cause de ça que vous êtes fatigué, que vous êtes en dépression, que vous prenez du poids. Alors moi je tombe des nues. Je dis bon, c'est quoi cette histoire? Donc je commence à prendre des compléments, à appliquer ces conseils un petit peu machinalement, comme tous les conseils quand on a vu 14 nutritionnistes, on applique les choses un peu sans grand espoir. Et là, je vois mon corps qui change, mon humeur qui change, je me réveille en forme, j'ai la joie de vivre, je retrouve ma lumière et je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que j'en sache plus. Et du coup, je me suis formée. Et ouais. C'est un support, en tout cas, qui vous a considérablement aidé, Ouais. la naturopathie et cette fameuse nutritionniste qui vous permet de mettre, en tout cas, le projecteur sur quelque chose qui était complètement déréglé, Exactement. chez vous. Une fois qu'on a ce constat du dérèglement, comment est-ce qu'on procède derrière? Qu'est-ce qu'on réajuste pour remettre en place, si je puis dire, rééquilibrer le système? L'alimentation, déjà. Ok. La Donc base. ça nécessite un effort, pour le coup. Ça nécessite un petit effort au début, ouais, forcément. Okay. Ça nécessite un petit effort pour changer. De toute façon, je pense que le changement de base, à partir du moment où on veut changer, que ce soit dans le développement perso, qu'on change de travail, qu'on déménage, qu'on change de vie, ça demande un effort au début. On peut pas changer en restant dans sa zone de confort. Donc, ouais, ça demande un changement, mais le corps s'habitue. Il me semble qu'il y a une moyenne en 40 jours, quelque chose comme ça. Et après, c'est naturel. Mais au début, voilà, il faut se concentrer un petit peu. Le matin, on va manger salé, on va limiter le blé, les produits laitiers, etc. Et petit à petit, on se rend compte que ça nous fait tellement de bien qu'à la fin, on n'est même plus attiré par ça. Donc, le but, en fait, c'est même pas de faire des efforts, c'est d'être attiré par ce qui nous fait du bien. Vous voyez ? Par exemple, dire à quelqu'un qui est accro au sucre, arrête de manger du sucre, ça n'a aucun sens. C'est le même principe que pour le fumeur. Pour le fumeur ou l'alcoolique. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est dire à quelqu'un qui... En plus, pire, quand il fait des crises de boulimie ou qui mange un paquet de gâteaux, qui ne sait pas s'arrêter, lui dire bah, arrête. Ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de faire en sorte que cette personne ne soit plus attirée par ça. Et ça, c'est tout le travail derrière. Donc, pour ça, on va passer par l'alimentation, manger suffisamment, tout court, déjà. Beaucoup de personnes ne mangent pas assez pour perdre du poids, c'est assez paradoxal. Oui, c'est vrai. Mais quand on a fait énormément de régimes, le nombre de femmes que je reçois qui me disent « Non, mais je mange assez », et quand on calcule leurs calories réelles, elles sont à 1000 calories, quelque chose comme ça. Les calories d'un enfant de 4 ans et encore. Et donc, forcément, quand on mange pas assez, ben, le métabolisme, il se ralentit. Et au lieu de dépenser, par exemple, 500 calories sur une séance de sport, vous allez en dépenser 50. Donc, vous allez stocker aussi plus facilement, car le corps, il est un peu en famine, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc ça peut pas fonctionner. Déjà, le fait de manger assez, ça va amener un métabolisme qui fonctionne normalement. Donc, le métabolisme, c'est tout ce qui régit nos fonctions vitales. Par exemple, quand on est dans le coma, combien on a besoin de calories pour faire fonctionner notre métabolisme de base? En général, pour un adulte, ça va être entre 1200 et les sportifs, 1600, 1700 calories. Et quand on mange en dessous de ce qu'il nous faut quand on est dans le coma, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, forcément, on a des pulsions de sucre. Notre corps, il nous fait taire pour s'alimenter. Et c'est de là que ça vient, les pulsions de sucre, qui fait qu'on est obsédé. Donc, la première chose à regarder, c'est si on mange assez. Voilà. Et alors ça, c'est quand même, il faut quand même pouvoir le mesurer, ça. Ouais. Et donc, il faut se faire accompagner, pour le coup. Il faut que, on peut se faire accompagner. Mais comment savoir? Moi, si vous me dites demain, est-ce que tu es sûr de manger suffisamment? Aucune idée. Je sais pas si je mange suffisamment. Ouais, j'ai évidemment le sentiment de manger trop. Oui. Ouais. Si ça se trouve... alors ça, c'est pareil. Il y a le trop, il y a le pas assez et il y a le mal. Ouais. Mal manger. Exactement. Parce que vous pouvez manger peu, mais mal. Manger bien, mais trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est super. Donc, moi, si je suis pas accompagné, je vais ramer. Hein. Ouais, c'est ça. Être accompagné, on va dire que ça aide. Après, par curiosité, pour les personnes qui nous regardent, si elles ont envie d'essayer, il y a des applications qui existent où on peut compter ce qu'on mange. On pèse les aliments crus et on voit à peu près ce que ça donne. Après, si on n'a pas de référentiel, par exemple, il y a des personnes qui me disent « Bon, bah voilà, j'ai compté, je mange 1500 par jour. » 1500, elles n'ont aucune idée de si c'est assez ou pas pour elles. Donc, être accompagné, ça permet de calculer ça. Mais ça peut être intéressant de conscientiser son alimentation comme ça. Ouais. Un mot, Juliette, sur ça aussi, l'IMC. Un grand sujet. Oh là 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 là. Je crois que selon l'IMC, je suis obèse. Hein.
L'indice de masse corporelle. OK, cet indice de masse corporelle, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est crédible ou pas? Parce que quand vous prenez par exemple, et vous avez vécu à Toulouse, le Stade Toulousain, les rugbyman du Stade Toulousain, ils sont tous en obésité morbide. Alors à ce moment-là, si on calcule l'IMC, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Est-ce que vous prenez en considération quand même l'IMC? Pas du tout. Du tout, du tout. Non, pas du tout. Je prends en considération le poids de la personne pour calculer son métabolisme de base. Après, il faut adapter aussi en fonction de la thyroïde, de la dépense de la personne, etc. Mais même pendant mes coachings, je demande rarement le poids, quoi. Je regarde surtout les mensurations. Vous ne demandez pas le poids Pendant pour des gens qui veulent perdre du poids? Non. Incroyable. Je m'en fiche de leur poids. Moi, je veux voir comment elles se sentent, ce qu'elles apprennent. Et comment elles se sentent dans leurs vêtements, les mensurations, ça va plus parler. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'haltérophilie, le sport, aujourd'hui, je fais 81 kilos. Okay, quand vous êtes grande. Hein. Je suis grande. Et quand j'ai commencé, je faisais 72 kilos, quelque chose comme ça. Au tout début, je suis descendue très basse, 72 kilos. Donc j'ai pris quand même pas mal de poids. Et pourtant, je suis encore mieux dans mon corps. Vous vous sentez mieux, voilà. Je me sens mieux, alors que sur la balance, on va vous expliquer qu'effectivement, le calcul n'est pas bon. C'est ça. Ouais. Donc ne pas se fier au poids, pas du tout. Au poids. Pas du tout. Et puis surtout, le poids, ça peut varier. Rien que le fait de faire une séance de sport, de digérer différemment, de mal dormir, d'être stressé, on peut prendre 3 kilos sur la balance en une nuit. Ah oui. Donc le poids, pour moi, c'est pas un indicateur. Ça bloque mentalement, ça bloque des personnes, alors que c'est qu'un chiffre. Ce qui va compter, c'est le ressenti. Comment on est dans ses vêtements. Et il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui prennent 1 kilo, mais elles perdent 5 cm de tour de taille, par exemple. Parce qu'elles prennent du muscle, parce que... Elles s'affinent. Elles s'affinent. Donc on voit que la taille s'affine, elles prennent des fessiers. C'est là, vous savez quoi? C'est cette notion-là, mais même chez les hommes, qui, moi, me perturbe beaucoup. Ouais. C'est vraiment. Et qui consiste à dire, effectivement, si on a le seul référentiel qui est la balance, on monte sur la balance, on se dit... j'ai pris. C'est ça. Alors qu'en fait, on s'est affiné. Ouais, exactement. Donc, c'est ce ratio-là qui est difficile parfois à comprendre. Et il y a des personnes qui se sentent, c'est-à-dire quand on fait le bilan, elles me disent « je me sens mieux, je suis moins fatiguée, j'ai une meilleure digestion, j'ai moins d'envie de sucre, je nage dans mon pantalon, mais j'ai pris 1 kilo, je suis pas bien. » Je dis « mais pourquoi ? Tout va bien autour. » Mais il y a cette obsession du chiffre qui est vraiment à déconstruire. Il y a ça, et puis alors évidemment, il y a tout un marketing qui nous incite. Alors, et dans les magazines, et dans les pubs, et n'oubliez pas le .fr, enfin toutes ces pubs que vous voyez un petit peu partout, etc. etc. Bon. On entend dire, moi j'ai grandi avec ça, si par exemple, il doit y avoir 10 d'écart. Ah oui, entre la taille et le poids. Entre la taille et le poids, notamment chez une femme. Ouais. Je crois que c'est ça. Et chez un homme, c'est poids-taille équivalent. Égal, ouais. C'est pipeau, ça? Bah, je suis mal barré, si c'est le cas. Bah non, si vous faites 1m80... Ah oui, oui, bah ouais. Je suis pas un homme. Non. Mais non, je suis pas totalement d'accord avec ça. Mais pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça aussi. Je me dis, il faut que je fasse 70 kilos. Bon, en fait, pas du tout. Non. Mais votre méthode préconise d'abord le fait de se sentir. Oui, de se sentir bien. Je travaille rarement avec des grands avant-après, c'est pas ce que je vends. Je vends pas un coaching avec des photos de femmes. Elles ont perdu 10 kilos en 3 mois. Ça m'intéresse pas. Ça, presque, on peut le faire seul. Une fois qu'on est bien, la perte de poids, c'est quoi? C'est un déficit calorique. C'est se dépenser plus que ce que l'on mange. Rationnellement, c'est hyper simple. On calcule ce qu'on mange, on mange un peu moins, on rentre en déficit et en 6 mois, on atteint notre objectif. Mais la plupart des personnes ne comprennent pas ça, sont trop fatiguées pour le faire, mangent trop peu, ont une thyroïde qui va dans tous les sens, cortisol, pareil, dans tous les sens, un système digestif, j'en parle même pas. Du coup, ça peut pas se faire. Donc moi, je travaille sur le bien-être d'abord. Et en général, le temps que tout se rééquilibre, on voit des beaux résultats. Il y a des femmes que j'ai accompagnées qui ont perdu déjà du poids juste, en fait, en se concentrant sur l'aspect bien-être. Et la deuxième notion, c'est durable. Durable, exactement. Pour pas qu'il y ait cet effet yo-yo permanent qui vous emmène très haut, voire très bas. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que quand on suit des régimes... des plans alimentaires qui nous disent de manger ci, ça, on le fait, c'est restrictif la plupart du temps, on perd du poids et après on est lâché dans la nature. Comme on parlait tout à l'heure, même après les opérations, il n'y a pas de suivi derrière. Je mange quoi, pourquoi, à quel moment et pourquoi ça c'est plus intéressant que ça.
et pourquoi tel aliment il risque de me faire prendre du poids, pourquoi c'est inflammatoire, pourquoi je me sens gonflée à telle période, pour les femmes surtout. Voilà. Donc, je pense que c'est important de comprendre. Je pense que pour réussir quelque chose, il faut quand même connaître les règles. Oui. Et si on ne connaît pas les règles, on ne peut pas jouer avec et on ne peut pas atteindre notre objectif. Et à ça s'ajoute le fait que on commence aussi à être submergé d'informations, et notamment sur ce qu'on a dans l'assiette. Ouais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est un aliment qui a été modifié, transformé? Est-ce qu'il y a des comment dirais-je, des éléments à l'intérieur qu'on ne devrait pas avoir, etc. C'est très compliqué. Est-ce qu'il faut manger que du bio? Mais attends, mais le bio, on n'est pas sûr que ce soit vraiment du bio. Et puis, enfin, on voit tout, donc ça peut être compliqué. La psychose, elle est totale, quoi, je trouve, franchement. Ouais, globalement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que il faut limiter ce qui est transformé. Et c'est tout. Et ça peut se résumer comme ça facilement, quoi. L'alimentation, c'est vrai qu'on voit, les régimes paléo, les régimes machin, manger les jeunes, les trucs. On sait plus ce qui est bon. Mais avant de s'amuser avec toutes ces nouvelles choses, ce type d'alimentation, il faut connaître la base. C'est-à-dire combien de calories j'ai besoin, encore une fois. La chrononutrition, à quel moment on va synthétiser la dopamine, la sérotonine dans la journée, le cortisol. Quelle alimentation si on veut mieux dormir. Le basique, en fait. Limiter ce qui est transformé, manger moins de sucre. Il y a trop de sucre partout. On mange trop de sucre. Je ne vous dis pas ce que je suis allé acheter juste avant l'émission. Il ne faut pas que je dise. Non, mais encore une fois, il faut pas. Je suis pas dans la culpabilité non plus. C'est normal d'être attiré par le sucre, comme quand on est épuisé et quand on est attiré par ça, on peut pas lutter. Le but, c'est pas de lutter en permanence, mais c'est de se défaire de tout ça. C'est pas normal, selon moi, d'être attiré par tout ce qui est sucré, industriel. Puis eux, ils jouent bien là-dessus. Ils ont créé le Bliss Point, je sais pas si vous connaissez. L'équilibre parfait pour nous rendre accros entre le gras, le sel et le sucre. C'est étudié pour nous amener un minimum de satiété et nous rendre accros. Ça s'appelle ? Le Bliss Point. Bliss Point. B-L-I-2-S. Ouais. Les industriels qui ont créé ça. Donc, ça aide pas, quoi. Tout est fait pour nous rendre accros. Bien sûr, les industries, ils en ont rien à faire qu'on perde du poids. Ils veulent juste s'engraisser sur notre dos, c'est le cas de le dire. Et voilà, donc moi, ça m'a aidé de conscientiser ça. De voir comment étaient préparés les produits industriels. Ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, mais c'est ça que je mange. Donc déjà, ça permet quand même de conscientiser un petit peu. Mais voilà, si je devais simplifier l'alimentation, je dis en général, on limite ce qui est transformé et on se dirige vers des choses non transformées. Par exemple, un poivron, il n'y a pas de liste d'ingrédients. Voilà. Donc on limite ce qui est très raffiné, très transformé. C'est pas le truc le plus fun. Voilà, c'est ça. Et un poireau, c'est pas le truc le plus fun. Des brocolis, c'est pas le truc le plus fun. Mais moi, maintenant, je trouve ça fun. Enfin, j'adore ça. Alors, super, ça me plaît. Super. Ça me plaît. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais pas très excitée. Quoi. Mais maintenant, j'aime bien, je suis attirée par ça et je prends mon pied quand je mange mes salades. Et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, vraiment. Mais voilà, quand on est attiré par ça, c'est... Est-ce que vous vous autorisez quelques écarts, alors ? C'est même pas des écarts où je me l'autorise, c'est naturel, en fait. Quand j'ai envie d'un tacos, j'en mange un. C'est juste, j'en ai pas trop souvent envie, quoi. Pâtisserie ? J'en ai pas envie. Non. Donc, après, j'en mange de temps en temps quand on m'en propose ou quand il y en a. Le dimanche, c'est toujours agréable avec un petit café. Ouais. Donc oui, je les mange quand j'ai envie, quoi. En tout cas, c'est pas une obsession, c'est pas devenu une espèce de névrose comme ça pas du tout. Qui vous envahit à chaque bouchée en disant aïe aïe aïe, j'aurais pas dû. Non, pas du tout. Ça l'a été ? Oui. Ça, oui. Ah oui. Au point d'en vomir. Hein. Même un paquet de carottes, à la fin, j'allais le vomir. Donc ouais, la moindre chose culpabilisée, c'était terrible. Et c'est à peine croyable de voir qu'aujourd'hui, je m'écoute et je mange ce qui me fait plaisir, ce qui me fait envie. Il y a des périodes, il y a des semaines où je vais avoir envie de plus de choses. Voilà, les pâtisseries, des gâteaux, je privilégie le fait maison, je limite quand même les sucres. Et d'autres semaines où j'en ai vraiment pas envie. Donc votre méthode, vous dites c'est naturopathie et coaching sportif. Ouais. Donc le sport. Ça rentre quand même. C'est une obligation. Le mouvement, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui n'est pas supra-motivé à l'idée de faire du sport? Pourquoi t'es pas motivé? Mais oui, pourquoi je suis pas motivé? Mais parce que j'ai une méga flemme et parce que voilà. Parce que je me dis que alors que j'entends en permanence les bienfaits du sport, évidemment. On reçoit plein de gens ici qui nous disaient il faut faire ça, il faut bouger, etc. Mais là, c'est pareil. Quand on dit, par exemple, 5 minutes,
5 minutes. Fais 5 minutes de sport, une activité, un mouvement, un yoga, un truc, un bidule, etc. 5 minutes par jour déjà. Et puis après, on augmente, et puis après, on fait 10, après, on fait 15. C'est bien ça? Ou pas? Je l'ai fait, ça, je me rappelle. Le matin, je me réveillais plutôt pour faire mes 5 minutes. Ça n'a jamais marché pour moi. Moi, je dirais plutôt commencer avec 1 fois par semaine. Quelque chose qui nous fait plaisir. Ça, c'est pareil. On m'a dit ça, 1 fois par semaine. Et on m'a dit, mais ça sert à rien de faire 1 fois par semaine pendant 1 heure. Il vaut mieux que tu fasses 15 minutes par jour, à ce moment-là, ou allez, 30 minutes par jour. Et puis ça suffit, quoi. Ah ouais, mais sauf qu'en se disant ça, le seul jour où on le fait pas, c'est fini. Mentalement, on arrête tout. On se dit, bon, bah, foutu pour foutu. C'est bon, je le fais mal, je sais pas le faire, je suis nul. Vaut mieux commencer avec 1 fois par semaine, 20 minutes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé le sport. Hein. Ok. Et vous faisiez quoi? Des choses à la maison, des hits. Ok, ouais, des petits mouvements. Des petits mouvements. Okay. Et je me suis dit, parce que j'ai essayé la salle plein de fois depuis que j'ai peut-être 14 ans. J'allais à la salle, je faisais des séances d'essai. J'ai jamais tenu. Non, mais rien que le fait de prendre la voiture, d'aller à la salle. Allez, je vais à la salle. Je vais à la salle. Déjà, rien que ça. Ouais. Bah, au début, c'est ce qui se passait. Je détestais ça. Ouais. Et je me suis dit, bon, Juliette, quand même, mets-toi au sport, ça te fait du bien. Bon, j'entends tous les bienfaits, machin. Ouais. Hein. Ouais. Tu commences 1 fois par semaine à la maison et tu vois comment ça évolue. Puis au bout d'1 mois, je tenais mes 1 fois par semaine. Je me suis dit, bon, moi, je vais faire 2, puis 3, puis c'est passé à 5 et je suis devenue coach, quoi. Et aujourd'hui, donc, vous préconisez effectivement le sport avant tout? C'est un tout, en fait. Ouais, sport c'est un tout. Et rééquilibrage. Vous parlez de rééquilibrage alimentaire? Je parle de rééquilibrage alimentaire parce que quand je dis manger moins transformé, moins de sucre, etc., ça fait partie d'un rééquilibrage. Mais pour moi, ça n'a pas d'intérêt de dire à quelqu'un mange moins transformé, comme je disais, si elle est attirée par ça. Donc je vais d'abord aller chercher pourquoi tu es attirée par ça, pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu as la flemme d'aller au sport, pourquoi tu n'es pas motivé, pourquoi tu as l'impression d'être déprimé. C'est ça, en fait, qui bloque les personnes à faire du sport. Si tout le monde était en forme, tout le monde ferait du sport, j'ai envie de dire. Si on avait tous le temps. Mais c'est pas le cas. Et quand on vous donne les réponses à ces questions-là, pourquoi est-ce que tu es démotivé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie? Pourquoi ça peut engendrer des situations ou des prises de conscience importantes? Oui. Ah oui. C'est des déclics. Ah ouais. Et souvent, c'est moi qui donne les réponses. Parce que les personnes viennent me voir en me disant « J'arrive pas à faire du sport, j'arrive pas à perdre du poids, je suis fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai plus de cycle pour les femmes, par exemple. Je comprends pas, donc j'ai besoin d'aide. » Et c'est moi qui leur donne les réponses. Bon, y a un déséquilibre hormonal là. S'il y a de la fatigue, c'est parce que tu manges quand même globalement très sucré, mais tu as des pulsions alimentaires, tu es attiré par le sucre. Donc nous, on va faire en sorte que tu sois moins attiré. Et naturellement, tu vas perdre ton poids. À partir de quel moment, pour revenir sur cette histoire de sucre, on considère qu'on est accro au sucre? Quand ça va au-delà de notre maîtrise. C'est-à-dire que on est obsédé par l'idée et on a besoin de sa dose quand même. On a besoin de touche sucrée de ouais, ça peut être ça. Hein. De fin de repas. Ouais, ça peut être ça. Quand il est les 15-20 minutes qui suivent un repas. Ouais, c'est ça. Ce besoin de sucre. Il y a ce besoin de sucre chez certaines personnes. Ça peut venir de l'insulinorésistance aussi. Ça peut venir du diabète, l'hypothyroïdie, du fait qu'on mange pas assez, du fait qu'on mange trop de sucre dans le repas. Et je parle pas du sucre goût sucré, je parle du blé, par exemple des pâtes, le riz. C'est très transformé, très raffiné. Il va y avoir un pic de glycémie. Ou qu'on mange sucré le matin, les granolas, fromage blanc, le miel le matin, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, et on a envie de sucre. Il y a beaucoup de personnes, grâce au réseau d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé un petit peu, j'ai dit aux personnes d'essayer le petit déjeuner salé le matin. Les épinards, les maquereaux, les sardines, truites fumées, les œufs. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont envoyé un message qui m'ont dit « mais ça a changé ma vie. J'ai plus envie de sucre. » Les œufs? Ouais, les œufs, les protéines le matin, ça permet de ne pas avoir ce pic de glycémie. Et du coup, il n'y a pas d'hypoglycémie et on n'a pas la fatigue à 10h, 11h, là, où on a les yeux qui piquent. On n'a pas hyper faim à midi où on ne se jette pas sur quelque chose. Et pareil, du coup, sur toute la journée, ça se régule positivement et on a moins envie de sucre quand même. Jeûne ou pas? Pourquoi pas? Vous en avez fait? Non. Non. J'en ai fait. Alors, le jeûne du matin, il compte pas. Hein. Les personnes qui me disent « moi, je fais le jeûne, je mange pas le matin », c'est pas un jeûne. Le corps, il se détoxifie de 22h à 4h du matin. Donc, faire le dernier repas à 21h et remanger le lendemain à 13h, c'est facile.
Ce qu'il faut, c'est faire le dernier repas. Enfin, ce qu'il faut. Je pense que ce qui est le mieux, selon moi, c'est arrêter de manger vers 16h, 17h, quitte à faire un jeûne, et on remange le lendemain dans la matinée. Mais ça, c'est intéressant. Et c'est même dans les cas de thyroïde, parce que plus on va manger en début de journée, plus on va activer la leptine, l'hormone de la satiété, et plus ça va réguler notre appétit aussi, et donc les pulsions. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, le soir, quand on est devant la télé, voilà, on se dit, allez, un petit carré de chocolat, et puis 2, puis 3, puis tiens, il y a les madeleines, voilà, et du coup, on finit le paquet, et le lendemain matin, on se dit, allez, je mange pas, parce que hier, j'ai déconné. Le midi, une salade parce qu'hier j'ai déconné. Et le soir, rebelote. Et ça, c'est le cercle vicieux. On se prive parce que le soir, avec les émotions, c'est aussi le moment où voilà, on est tout seul, on a la journée qui retombe. C'est notre moment. Réconfort, doudou. Mmh. Et en fait, non. Il faut manger en début de matinée. Ça évite d'avoir ces pulsions le soir. En début de journée, en tout cas, première partie de la journée. Ouais, c'est ça. Parce que même sur l'histoire du petit déjeuner, moi, j'ai grandi avec l'idée permanente qui consiste à dire ne pars pas le ventre vide. Ouais. Donc, il faut prendre un petit déjeuner. Ouais. Alors que je préconise ça. Ah, vous préconisez ça quand même? Ouais, beaucoup. Le matin, c'est aussi le moment où on synthétise la dopamine. Okay. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la motivation plutôt. Plaisir, c'est sérotonine. Donc dopamine, voilà, c'est ce qui nous permet d'être motivés, d'avoir des projets, de la libido. Les personnes qui ont Parkinson, par exemple, le corps crée plus de dopamine. Donc tremblement, difficulté d'élocution, malheureuse, dépression. Et le matin, donc c'est grâce aux protéines animales qu'on synthétise cette dopamine. Donc, j'invite quand même les personnes à manger des protéines le matin. Protéines le matin. Et c'est ça qui est fou, parce qu'il y a des gens qui se sont installés sur ces canapés qui nous ont dit l'inverse de ça. Ouais, on entend tout. C'est ça qui est très dur. Eh oui, c'est dur. Après, moi, j'amène mon idée, on va dire, selon ce qui a fonctionné pour moi dans mon histoire. Bien sûr. Ça marche chez certaines personnes, mais après, libre à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui me disent, en fait, je préfère garder mes fruits le matin ou pas manger le matin. Elles font comme elles veulent. Non, mais à partir du moment où on est bien. Bien sûr, mais par exemple, vous avez... moi, j'ai entendu des nutritionnistes ici nous dire si vos enfants, avant de partir à l'école, ne veulent pas prendre de petit déjeuner parce qu'ils n'ont pas faim, eh bien qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner. Oui, ça, c'est la liberté des enfants. Pas les brusquer. D'accord, mais est-ce que biologiquement ou au niveau de leur métabolisme, est-ce que... certains vont dire... Il faut d'abord écouter son corps. Ouais, il faut écouter son corps. Si vous n'avez pas faim le matin, eh ben ne mangez pas. Ouais, mais ça dépend des signaux. Parce que par exemple, une personne qui mange 1000 calories, elle n'a pas faim. Hein. Est-ce que c'est bon pour elle? Une personne qui est en hypothyroïdie, elle n'a pas faim. Une personne qui est déprimée, elle n'a pas faim. Une personne épuisée, elle n'a pas faim. Et le fait de ne pas manger, ça va être encore pire en fait. Parce qu'au niveau cellulaire, au niveau du métabolisme énergétique, le corps ne fonctionne pas. Au niveau digestif, c'est encore pire. Et... Donc ça dépend. Par exemple, moi je sais que maintenant je peux me permettre, j'ai le luxe, on va dire, de pouvoir m'écouter. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Quand j'ai faim, je mange. Mais parce que j'ai tout ce passif où j'ai rééquilibré mon terrain hormonal, je suis encore en train de le rééquilibrer. Ça prend des années. Hein. Mais du coup, j'ai un peu ce luxe de me dire, je mange quand j'ai envie. Mais quand on veut perdre du poids et qu'il y a un déséquilibre total, tous les symptômes dont on vient de parler, se dire je m'écoute, je pense que ça marche pas. Parce que en plus, quand on s'écoute, ou quand on écoute un enfant, il veut que des pépitos et des... C'est vrai. Donc, évidemment, il faut mettre un cadre aussi, quoi, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Alors après, quand vous parlez effectivement de fatigue, d'irritabilité, de problèmes de peau et de toutes ces choses-là, est-ce que c'est systématiquement dû à un problème d'alimentation? Ouais, en grande partie. Ouais. L'alimentation, c'est la première médecine, comme disait Hippocrate. Et je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui naissent dans le ventre déjà. Et le ventre, le système digestif peut être abîmé en partie par nos choix alimentaires. Donc je pense que oui, ça a un lien direct. Bon, aujourd'hui en tout cas, vous êtes en pleine forme. Ouais, plutôt vous bien. Vous faites vos 4 à 5 heures de sport par semaine, voire même plus. Ouais. Même plus. Et vous accompagnez ceux et celles qui en ont besoin. Qui sont les gens qui font appel à vous? Ce sont plus des femmes, je suppose? Plus des femmes, oui. Ouais. Des femmes qui ont entre 20 et 50 ans, 55 même, qui ont connu beaucoup de restrictions, de régimes, qui n'arrivent pas à perdre du poids, qui ont des symptômes qui ne sont pas normaux, être épuisés au quotidien, à la perte de cheveux, prise de poids incontrôlée, les pulsions alimentaires, beaucoup de femmes qui sont attirées par le sucre, qui n'arrivent pas à s'en défaire, alimentation émotionnelle, qui ont perdu leur puissance personnelle, qui subissent un petit peu leur vie, quoi.
Et ouais, donc beaucoup. Je trouve que la bouffe émotionnelle, comme on dit, ouais. c'est terrible. Oui, c'est ça souvent. Pour ça, les pulsions de sucre. Il y a beaucoup le côté amené par les médecins, psychiatres. Moi, c'est multifactoriel. C'est les parents. Toutes les personnes qui ont eu des troubles alimentaires, elles ont dû l'entendre. C'est le père absent, la mère trop présente. Cliché. Mais il y a une partie émotionnelle, certes. Mais il y a aussi des déclencheurs physiologiques. Et c'est ce que je veux amener comme vision. Là, encore une fois, la thyroïde, la glycémie, diabète, insulinorésistance, cortisol, progestérone, oestrogène, etc. S'il y a un déséquilibre hormonal, on va être plus attiré par le sucre. Sérotonine, la déprime, l'alimentation émotionnelle, le fait d'être irritable à fleur de peau, tout nous saoule, les sautes d'humeur, on a l'envie de sucre à 17h, 18h. Ça, c'est manque de sérotonine. Qui se synthétise dans le ventre, encore une fois. 90%. Je ne connais pas et j'ai le sentiment que Juliette a cerné le personnage. Le personnage. Ça, c'est quand même... Oui, ce qui est fou, c'est que ça arrive, c'est commun à beaucoup de personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, Mais encore faut-il savoir, et c'est ça qui est intéressant dans l'émission qu'on vient de faire, c'est que par où commencer, c'est ça en fait. Ouais. Par où commencer Par où commencer? Qu'est-ce que quoi? À quelle heure? Comment? Qu'est-ce que ou allons-y. Je fais le marché. Non, je vais grande surface. Non, c'est terminé. Non. Je fais mon petit boule. Non, je vais. C'est très très. Ouais. On sait pas. Et c'est déjà qu'on n'est pas très très motivé à la base. Oui, c'est ça. Mais si en plus ça commence déjà par un parcours du combattant, au secours. Ouais. Moi, je dirais par où commencer, c'est se comprendre. Si on ne se comprend pas, on peut pas avoir le contrôle sur soi. Il faut comprendre les règles, comprendre comment fonctionne notre corps. Si on veut après en faire ce qu'on veut. Notre corps, c'est censé être notre allié. Il y a trop de personnes qui sont en colère, qui sont frustrées. J'ai des pulsions, ça m'énerve, je suis nulle, j'arrive pas à perdre du poids, pourquoi il me fait ça? Mais le corps, c'est l'allié. Si jamais il donne des pulsions alimentaires, s'il y a des pulsions, c'est un signal. Ça veut dire ça ne va pas, je ne vais pas bien, tu ne m'écoutes pas. Et le corps, il gagnera toujours. Donc il vaut mieux l'écouter, s'asseoir et se dire, bon, qu'est-ce qui va pas? Donc on fait des bilans sanguins, on essaye de comprendre pourquoi dans notre alimentation, y a ces pulsions, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, quel type d'aliment. Globalement, comme j'ai dit, c'est plutôt simple. On évite ce qui est transformé si on veut commencer par une base facile. Et voilà, donc d'abord se comprendre. Pourquoi je suis fatiguée? Qu'est-ce qui me manque pour tenir ma routine de rêve? Est-ce que vous avez le sentiment que ça coûte plus cher de bien manger? Pas forcément. Non? Non, pas forcément. Après, moi, c'est une priorité, c'est-à-dire que je pourrais me priver de loisirs quelconques pour mon alimentation. Je pense pas que ce soit forcément plus cher quand on voit même les prix des céréales au kilo, des légumes. Et puis, le fait de bien manger, on va être moins attiré par les grosses quantités. Parce que, par exemple, les pâtes de blé, là, les panzani, machin, ça, je pouvais en manger des... Quand on commence, moi, je peux manger un plat entier, même aujourd'hui. Parce que la satiété est moins grande. Donc, on va manger plus. Donc, au final, ça revient au même prix, je pense. Et quand on mange des céréales, type petit épaule de sarrasin, millet, on va avoir plus de satiété, moins faim, moins de pulsions, donc on va être moins attiré par... Et donc, moins grande ça quantité. s'équilibre. J'ai pas l'impression de dépenser énormément. Enfin, après, je suis pas la naturo la plus... je dis souvent, je suis la naturo la plus flemmarde de France. Moi, souvent, c'est une endive, du quinoa, un bout de viande. J'aime pas énormément cuisiner, je l'avoue. Et c'est faisable, hein. Voilà. Je suis pas une personne qui va dire oui, fais ton petit jus à l'extracteur. Ouais, c'est ça, ouais. Pas du tout. C'est bien, hein. Mais moi, j'ai pas... Ouais. Enfin, c'est sympa, mais déjà que rien que de nettoyer l'extracteur, voilà, ça peut déjà m'agacer. C'est ça. Peut déjà m'énerver. J'adore manger, mais ouais, j'ai pas la... Ouais. Je suis pas cuisinière, quoi. Moi, j'aime aider les gens à rééquilibrer. Après, je dis souvent à mes coachés, si vous aimez cuisiner, il y a plein de recettes sur les réseaux. Moi, je sers pas à ça. Mais je veux montrer que c'est accessible, quoi. Je suis comme tout le monde. J'étais au départ une grande flemmarde. J'aime quand ça va vite, quand c'est simple. Et ça coûte pas forcément plus cher, hein. Ni en temps, ni en énergie, ni financièrement. On va retrouver évidemment sur votre site juliettemassu.com, Oui. Directement, les réseaux sociaux évidemment. Est-ce qu'on peut faire appel à vous en tant que naturopathe sans cette dimension de coaching sportif et réciproquement? Tout à fait. Je propose plusieurs types d'accompagnement, des formations en ligne aussi pour des formations entre guillemets. C'est du coaching, mais je vois plus ça comme une mini-formation sur soi-même. Donc, tout ce dont on vient de parler. Je propose des coachings sportifs aussi, du coup, à La Rochelle, en salle, à domicile, et des consultations en cabinet ou en visio aussi, simple, de naturopathie. Par exemple, une personne qui a de l'acné, une personne qui a de la cellulite, une personne qui a des troubles de l'estomac, du foie.
où je travaille un petit peu tout ça. Et système digestif, n'est-ce pas? Très, très important. Il y a, je crois, 100 trillions de bactéries dans le ventre. Donc, ça veut dire plus de bactéries dans le ventre que de cellules humaines. Ça peut pas nous servir juste à rôter et à péter. Ça sert à énormément de choses. Donc, ouais. C'était la petite parenthèse. Ouais, non, mais je suis conscient de ça. Vous venez de me culpabiliser pour... Oh non, c'est pas mon but. Justement, il faut s'y intéresser. Oui, il faut s'y intéresser. Ouais. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai ces brûlures? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi le stress, hein, l'estomac, les aigreurs. Bilan sanguin. Ouais. On commence par ça. Ouais, bilan sanguin. Un bilan sanguin, une personne qui sait le lire surtout. Oui, évidemment. Parce que les médecins, j'ai même eu une médecin en coaching. Il y a une médecin qui est venue me voir qui m'a dit « Juliette, je veux que tu m'apprennes à lire les bilans comme tu le fais parce que nous, avec mes 9 ans d'études, on ne nous a pas appris comme ça. » Incroyable. Ouais, j'étais stressée. Hein. Mais c'était incroyable parce qu'elle m'a expliqué du coup qu'en médecine, on leur dit « Voilà, vous vous fiez aux normes. Oui. Quand c'est dans les normes, c'est bon. Hors normes, c'est maladie. » Mais les médecins, ils n'ont pas le temps, ils sont un peu bloqués, du coup, ils ne s'occupent pas des troubles fonctionnels des bilans sanguins. Sur le bilan sanguin, voilà, il va y avoir entre 0 et 4, par exemple. Basique, pour la thyroïde. Par exemple, on va être à 3. On est dans la norme, donc le médecin, il dit tout va bien. Et pour moi, tout va pas bien. Moi, mon hypothyroïdie, je l'ai trouvé quand j'étais à 2,35. Ça vous dit peut-être rien, mais je suis dans la norme. Alors que vous êtes dans la norme. Alors que je suis dans la norme. Une norme labo, c'est comme dire, le poids idéal, c'est entre 40 et 130 kilos. Absurde. Ça n'a pas trop de sens. Il faut le mettre en lien avec plein de choses. Donc le bilan sanguin, oui, mais il faut garder l'esprit d'analyse, s'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je sens que quelque chose ne va pas chez moi. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. » Et si le médecin, il vous regarde dans les yeux et qu'il dit « tout va bien », si vous sentez que ce n'est pas le cas, l'écoutez pas. Allez voir d'autres médecins, micronutritionnistes. Ben nous, du coup, on n'a plus le temps. Plus le temps, les médecins, ils ont 10 minutes par personne. C'est mal fait aussi. C'est systémique, je pense. Mais nous, voilà, on prend 1h30 avec la personne, les symptômes, on analyse. Capital social, culturel, c'est ça le côté holistique de l'approche. Merci en tout cas. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Juliette. Si vous êtes du côté de La Rochelle, vous ne manquerez pas d'aller soulever un peu de fonte avec Juliette dans son club. Oui, hein, bientôt j'espère. Bientôt, ouais. Et puis, si à chaque fois que vous mangez une 4 fromages, hein, une pizza 4 fromages, et que vous pensez à Juliette, ne culpabilisez pas. Voilà. C'est pas très grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Petite. Vous ferez un petit jeûne pendant 48 heures derrière. Ah non. Non, quelque chose qui peut rassurer les personnes qui nous regardent, c'est que 1 kilo, c'est entre 7000 et 9000 calories absorbées de surplus. C'est-à-dire que si on mange 2000 calories par jour pour se stabiliser au niveau du poids, pour prendre 1 kilo, il faudrait manger du coup 9000 calories. En une journée. On ne peut pas prendre 1 kilo de graisse en une journée, c'est pas possible. Ouais. C'est des variations. Donc mangez votre pizza, faites-vous plaisir, c'est juste des variations. Mais par contre, si vous êtes obsédé par les pizzas, le gras et tout ça, il faut se poser, du coup, comme on disait, les bonnes questions. Pourquoi je suis attiré par ça? Et même chose pour le sucre. Et pareil pour le sucre. Mais je pense que pour l'histoire du sucre, c'est pas nécessairement une histoire de goût. C'est viscéral. C'est viscéral, c'est un besoin. Hein. Ah oui, mais souvent, ce qui est assez commun, c'est que quand il y a cette pulsion, le soir, on prend un carré, puis 2, puis 3. Quand c'est fini, on revient à soi. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le matin... Je vais même vous dire, attendez, je vais même vous dire un truc. C'est qu'au moment où vous vous levez, le soir, que vous mettez pause à la télé, que vous vous levez pour direction la cuisine. En pleine conscience. En pleine conscience. Pendant ce trajet, vous vous entendez dire « ne fais pas ça ». Oui, c'est ça. Ne fais pas ça. Et on se voit le faire. Et on s'approche du placard à goûter. On ouvre ce placard et là, le mental, en conscience, vous dit « ne fais pas ça, tu vas le regretter ». Exact. Tu prends la tablette de chocolat Côte d'Or, grosse noisette, au lait. Très bon celui-là, ouais, au lait. Et pas une. La ranger. Oui. Mais c'est même pas grave ça. Mais c'est le rapport qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui différencie la pulsion de la collation? Moi, je vais manger le même carré que vous, mais je vais être bien derrière. Ah ouais, je suis d'accord. Mais vous, il y a ce truc de j'ai pas le droit, c'est pas bien, je suis coupable. Mais c'est pas l'aliment en soi, c'est vraiment le rapport à l'alimentation qu'on se fait. Moi, c'est ça, c'est exactement ça. Et après, la souffrance. Oui. Ah oui, au niveau de l'estomac. Il y a un travail à faire sur l'estomac. Acidité de ouf. Aloe vera, ça marche bien. Il paraît. Et le zinc. Il paraît. L'aloe vera, il paraît que c'est bien. Le matin ou pas? Le matin, oui. Ouais.
Plus le matin que le soir, Moi, je dirais plus le matin. Ouais. Pas très bon. Il paraît. Il y a des personnes qui adorent. Je trouve pas ça très bon. En tout cas, ouais, c'est à approfondir. S'il y a quelque chose au niveau de l'estomac, c'est que... Je vais vous faire une confidence. Parce qu'on est entre nous, il n'y a personne. Avant d'enregistrer l'émission, je suis allé acheter 3 bricoles pour déjeuner rapidos sur le pouce. Et qu'est-ce que j'ai pris en dessert pour la petite touche sucrée? Le Côte d'Or. Non. Vous savez, les gaufres. Une partie chocolat et une partie machin. J'aimais beaucoup ça. Ouais. Au moment où on enregistre l'émission, là, il y a des... Je vous raconte pas comme je déguste de l'acidité, là. Mais je vis tellement avec depuis tellement d'années. C'est banalisé. Que je me dis, t'es en souffrance, ça va durer un quart d'heure, et puis après, ça va passer. Et non. Et non. C'est une petite signal d'alarme. Ouais, j'en ai en permanence. Donc, tous les jours, chaque repas. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder. Ouais, Il doit y avoir aussi de la fatigue. Faut se détendre, garçon. Faut se détendre. Il doit y avoir de la fatigue. Bon. En tout cas, merci pour cette approche, parce que je trouve qu'elle est très constructive, elle est très intelligente, et encore une fois, vous êtes bien placé pour préconiser ce que vous dites, quoi. Parce que vous avez connu tout ça, vous avez connu les effets yo-yo, vous avez connu la souffrance du haut, du bas. Ouais, puis d'être bloqué, quoi. Ouais, c'est ça. Les pulsions de subir. Et puis le regard des autres, et puis il y a tout ça, hein, tous les dommages collatéraux qui. Non, ouais, c'est très compliqué. Quand on est obsédé par l'alimentation, c'est matin, midi, soir, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué, et c'est une prison, hein. C'est-à-dire que on voit pas le bout du tunnel, hein. Non. On se sent vraiment seul et démuni parce qu'il n'y a pas de solution. C'est pas comme on a mal à la tête, on prend un Doliprane. Là, on est obsédé par ça. On voit que ça dans les. Même, je me rappelle au supermarché un jour, j'étais tellement stressée d'être dans le supermarché face au rayon sucre. Je ne savais pas quoi prendre. J'ai vomi dans le supermarché. Désolée pour le détail, mais c'est pour dire à quel point, quand ça nous obsède, c'est un truc de fou. On peut s'en libérer. Donc, je suis la preuve humaine que c'est possible. Et que d'abord, il faut se comprendre. Parce que si j'avais jamais trouvé mon hypothyroïdie, mes troubles digestifs, que j'avais jamais compris que nos selles veulent tout dire sur nous, j'en serais pas là, c'est sûr. Voilà. Juliette Massu, vous commentez, vous partagez, commentez avec bienveillance comme toujours. Prenez contact avec Juliette, parce que ce coaching pourra, à mon avis, non seulement vous aider, mais changer votre vie, j'en suis convaincu. Et le regard que vous portez sur ce que vous mettez dans votre assiette, et aussi bien au niveau des quantités qu'au niveau des produits, au niveau de la qualité et du sport, même à petite dose, mais un petit peu sport. Commence avec un petit peu, ce qui nous fait plaisir. Merci Juliette. Avec plaisir. Bon retour à La Rochelle. À vous. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.